Le sol en marbre poli était froid, même à travers les semelles de ses bottes de travail usées, contrastant fortement avec la chaleur de la petite main de sa fille, bien serrée dans la sienne. Liam ajusta le col de sa meilleure chemise en flanelle, celle avec le patch sur le coude qu'il avait cousu lui-même, et prit une profonde inspiration. L'air dans le hall d'entrée de Sterling Industries était différent. Il sentait l'argent et l'air filtré. Un monde à part de l'odeur familière de la sueur et de l'huile de machine qui collait à ses vêtements comme une seconde peau. À côté de lui, Maya, âgée de 8 ans, avec ses grands yeux curieux et un nœud rose vif dans les cheveux, lui serra la main. Elle leva les yeux vers lui, le regard mêlé d'admiration et de la confiance inébranlable d'un enfant. C'était la journée familiale à l'usine, un événement annuel destiné à remonter le moral des troupes. Un geste transparent de la part de l'entreprise qui ressemblait plus à une obligation qu'à une fête. Mais Maya l'attendait avec impatience depuis des semaines, impatiente de voir les grosses machines dont son père lui parlait, l'endroit où il passait la plupart de son temps. Pour elle, c'était une aventure. Pour Liam, c'était une marche sur la corde raide au-dessus d'un gouffre d'anxiété. L'usine était en difficulté depuis des mois. Des rumeurs de rachat et de licenciement circulaient dans la salle de pause comme de la fumée. Il travaillait chez Sterling depuis 12 ans. Depuis qu'il avait à peine quitté l'adolescence, gravissant les échelons depuis le poste de balayeur jusqu'à celui de contremaître parmi les plus fiables de la chaîne. Il connaissait chaque machine à son grondement, chaque processus à son rythme. Cet endroit n'était pas seulement un travail, c'était le sol stable sous ses pieds, la seule chose qui l'avait maintenu à flot, lui et Maya, depuis le décès de sa mère 3 ans auparavant. L'idée que tout cela puisse disparaître lui nouait l'estomac, et aucune bonne humeur forcée de la part de l'entreprise ne pouvait le soulager. Ils passèrent devant une immense sculpture métallique abstraite qui coûtait probablement plus cher que sa voiture et s'approchèrent du comptoir d'enregistrement. La femme derrière le comptoir leur tendit des badges nominatifs avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Liam, lut-il sur le sien, tandis que celui de Maya était écrit dans une police joyeuse et pétillante. Alors qu'il décollait le dos de son badge, il remarqua une femme debout près des ascenseurs. Elle n'était pas habillée comme les autres cadres dans leurs costumes élégants et stricts. Ses vêtements étaient simples et élégants. Un manteau en laine gris foncé, un pantalon sur mesure et des bottes en cuir souple. Elle ne tenait ni bloc-notes ni téléphone. Elle se tenait simplement debout, calme et observatrice, le regard balayant les familles qui arrivaient au compte-gouttes. Il y avait une solitude dans sa posture qui semblait déplacée au milieu de cette fête forcée. Leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde, et il vit une lueur qu'il ne pouvait nommer, ni pitié, ni jugement, mais une profonde lassitude indéchiffrable. Il détourna rapidement le regard, se concentrant sur le badge nominatif de Maya, qu'il fixait parfaitement droit sur sa petite veste. Il n'avait pas sa place dans ce monde d'observateurs silencieux et de manteaux coûteux. Sa place était dans l'usine, où le travail était honnête et où votre valeur se mesurait à ce que vous pouviez construire, et non à vos relations. La visite commença. Une procession bruyante et chaotique à travers l'immense usine. Liam montra les différents postes à Maya, lui expliquant comment les feuilles d'acier brut étaient pressées, coupées et assemblées en pièces pour tout, des voitures aux appareils électroménagers. Elle était fascinée, son petit visage illuminé d'émerveillement devant l'ampleur de l'ensemble. Liam ressentit une vague de fierté, un bref répit dans son inquiétude lancinante. C'était son univers, et pendant un instant, en le voyant à travers ses yeux, il lui sembla important. Ils s'arrêtèrent près de la chaîne de montage principale, où un nouveau système automatisé était en cours d'intégration. C'était la source de la plupart des problèmes récents de l'usine. Il était défaillant, inefficace et tombait constamment en panne. Monsieur Jennings, le directeur de l'usine, un homme dont l'ambition était aussi vive et froide que son col blanc amidonné, guidait le groupe de visiteurs. Il s'exprimait par des phrases courtes et approuvées par l'entreprise, passant sous silence les défaillances du nouveau système. Cette mise à niveau à la pointe de la technologie représente l'engagement de Sterling en faveur d'un avenir rationalisé et rentable, annonça-t-il en faisant un geste dédaigneux de la main. Alors qu'il parlait, un grand bruit métallique retentit dans la machine, suivi d'un sifflement aigu. Le tapis roulant s'arrêta dans un tremblement. Jennings serra les mâchoires. Il aboya dans sa radio, la voix empreinte d'irritation. Liam a immédiatement identifié le problème. Un mauvais alignement des capteurs. Une réparation simple qu'il avait signalée il y a plusieurs semaines, mais pour laquelle on lui avait répondu que le budget ne le permettait pas. Il a regardé 2 jeunes techniciens se débattre avec le panneau de commande.
le visage marqué par la panique. Sans réfléchir, Liam tendit son bretzel à moitié mangé à Maya. « Tiens ça une seconde, ma chérie. Papa doit juste vérifier quelque chose. » Il enjamba la corde de velours, ses bottes assurées sur le sol en pente. Il ne demanda pas la permission. Il avait simplement vu quelque chose de cassé et savait comment le réparer. Il passa moins de 2 minutes devant le panneau de commande, contournant le capteur défectueux et réinitialisant manuellement la soupape de pression. La machine se remit à ronronner, le tapis roulant reprenant son parcours régulier et rythmé. Quelques-uns des autres ouvriers, des hommes qu'il connaissait depuis des années, lui adressèrent des signes de tête reconnaissants. Jennings, cependant, se tourna vers lui, le visage déformé par la colère. « Qu'est-ce que tu fais, Liam ?» Sa voix couvrait le bruit de l'usine. « C'est une zone réglementée. Tu n'es pas autorisé à toucher à cet équipement. C'était une réparation simple, monsieur Jennings, » dit Liam calmement en reculant derrière la corde. La ligne était en panne. Je l'ai remise en marche. Vous avez mis en danger les protocoles de sécurité. Vous avez sapé mon autorité. La voix de Jennings s'éleva, attirant l'attention de tout le groupe de visiteurs. Maya observait la scène, le sourire disparu, la main serrant si fort le bretzel qu'il s'émiettait. La femme silencieuse au manteau gris s'était approchée, son expression toujours indéchiffrable, mais son attention était désormais entièrement concentrée sur la scène qui se déroulait devant elle. C'est exactement le genre de comportement imprudent et insubordonné que le nouveau propriétaire ne tolérera pas, cracha Jennings, les yeux brillants d'une sorte de triomphe cruel. Il semblait jouer la comédie pour quelqu'un. Liam eut l'estomac noué. « En fait, » continua Jennings, sa voix résonnant avec une finalité théâtrale, « considérez ceci comme votre avis officiel. Vous êtes renvoyé. Prenez vos effets personnels et quittez les lieux. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et tranchants. Le bourdonnement des machines sembla s'estomper, remplacé par un silence assourdissant. Licencié. Devant tout le monde, devant sa fille. L'esprit de Liam se vida. Le monde se réduisit au visage choqué de ses collègues, à la satisfaction suffisante sur le visage de Jennings et à la petite main tremblante qui se glissa dans la sienne. Mia leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. Elle essayait désespérément de se retenir. « Papa !» murmura-t-elle d'une voix si faible qu'elle se perdit presque dans le silence soudain et pesant de l'usine. « On a fait quelque chose de mal ?» Cette simple question brisa l'incrédulité engourdie et transperça la poitrine de Liam d'une douleur plus vive et plus profonde que n'importe quelle humiliation publique. Il s'accroupit, tournant le dos à la foule qui le regardait, à Jennings, à tout cela, et se concentra uniquement sur elle. Il se força à sourire, même s'il avait l'impression que son visage allait se fendre. « Non, ma chérie, non, tu as tout fait parfaitement. C'est juste que nous allons partir pour une autre aventure maintenant. » Sa voix n'était qu'un murmure rauque et tendu. Il sentait les regards posés sur son dos, un mélange de pitié, de malaise et, dans certains cas, un soulagement soigneusement dissimulé que ce ne soit pas eux. La solidarité dans l'usine avait ses limites, surtout lorsque des emplois étaient en jeu. Il prit Maya dans ses bras, son petit corps tremblant contre le sien. Il la serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux pendant une seconde, essayant de la protéger de la honte qui le brûlait de l'intérieur. Il l'avait laissée tomber, il l'avait amenée ici pour lui montrer son monde, un monde de force et de création. Et au lieu de cela, il lui avait montré sa défaite. Il se leva et se retourna pour partir. Sa fierté était comme un drapeau en lambeaux dans une tempête. Il ne supplierait pas, il ne discuterait pas. Il s'en irait simplement avec le peu de dignité qui lui restait. En se retournant, il la vit à nouveau, la femme au manteau gris. Elle ne se tenait plus à distance, elle était juste là, à quelques mètres de lui, et ses yeux n'étaient plus indéchiffrables. Ils étaient remplis d'une colère froide et silencieuse qui ne semblait pas dirigée contre lui, mais directement contre l'homme qui venait de détruire sa vie. Elle soutint son regard pendant un long moment chargé de sens. Ce n'était pas un regard de sympathie, c'était un regard d'évaluation, comme si elle pesait et mesurait quelque chose. Puis, d'un signe de tête à peine perceptible, si petit qu'il crut presque l'avoir imaginé, elle reporta son regard sur Jennings, qui se pavanait maintenant comme un coq qui venait de gagner un combat. Liam ne savait pas qui elle était, mais à cet instant fugace, il eut l'impression qu'il n'était pas le seul à avoir vu l'injustice. Il n'avait pas le temps de s'attarder là-dessus. Sa seule priorité était de sortir Maya de là, loin des escaliers et des chuchotements, loin de cet endroit qui avait été son deuxième foyer et qui n'était plus qu'un monument à son échec. Il se dirigea vers la sortie, ses bottes résonnant sur le béton, chaque pas lui semblant plus lourd que le précédent.
Les bruits de l'usine recommençaient à bourdonner derrière eux, un monde qui continuait sans lui. Maya avait le visage enfoui dans son épaule, ses sanglots étouffés par sa chemise. Il ne savait pas ce qu'il allait faire demain ou après-demain. Tout ce qu'il savait, c'est que le sol stable sur lequel il avait marché pendant 12 ans venait de s'effondrer sous ses pieds. Le chemin jusqu'au parking lui sembla long de 100 km. L'air vif de l'automne, qui lui avait semblé revigorant le matin même, lui paraissait désormais rare et froid. Liam chercha ses clés, les mains légèrement tremblantes, et ouvrit la porte de sa vieille berline. Il attacha délicatement Maya dans son siège auto et essuya les traces de larmes sur ses joues avec son pouce. « Ça va aller, ma chérie », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Tout va bien », répondit-elle sans répondre, serrant simplement la licorne en peluche contre elle. Elle resta dans la voiture, les yeux écarquillés et perdus. Il s'installa au volant et resta assis là un moment, les clés pendantes dans le contact, les jointures blanchies par la force avec laquelle il agrippait le volant. Le poids écrasant de la situation lui pesait. Le loyer était dû la semaine suivante. La voiture avait besoin de nouveaux freins. Le manteau d'hiver de Maya était trop petit. Licencié. Le mot résonnait dans le silence de la voiture. Laid et définitif. C'était un bon travailleur. Il était fiable. Il était attentionné. Rien de tout cela n'avait compté. Il avait été pris comme exemple dans un jeu de pouvoir au sein de l'entreprise qu'il ne comprenait pas. Il tourna enfin la clé et le moteur se mit en marche dans un grognement réticent, un son qui semblait douloureusement approprié. Alors qu'il sortait de la place de parking, son regard se posa sur l'entrée principale du bâtiment. Monsieur Jennings se tenait sur les marches et discutait avec animation avec la femme au manteau gris. Jennings gesticulait, souriait, son langage corporel affichant une déférence embarrassante. La femme, cependant, restait parfaitement immobile, les mains dans les poches de son manteau, son expression indéchiffrable à cette distance. Elle ne semblait pas répondre, elle se contentait d'écouter. Ou peut-être, pensa Liam, était-elle en train de le juger. Puis, comme si elle sentait son regard, elle tourna la tête et regarda directement vers sa voiture. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau à travers l'étendue du parking. Cette fois, il n'y eut ni signe de tête, ni lueur d'émotion, juste un long regard fixe qui le cloua sur place pendant un instant. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Il ne savait pas qui elle était. Il savait juste que son image, son calme, son manteau, la concentration troublante de son regard étaient gravés dans sa mémoire, un autre fragment déroutant dans les décombres de sa journée. Il détourna le regard, appuya sur l'accélérateur et quitta Sterling Industries sans se retourner, l'usine rétrécissant dans son rétroviseur jusqu'à n'être plus qu'un bâtiment parmi d'autres, sous un ciel froid et impitoyable. Il n'avait aucun plan, aucune perspective d'avenir, et une fille sur la banquette arrière qui venait de voir son père au plus bas. L'aventure était terminée. La chute libre venait de commencer. L'appartement était calme lorsqu'ils rentrèrent, d'un calme pesant et étouffant. Liam fit ce qu'il avait à faire, préparant à Maya son déjeuner préféré, du fromage grillé et de la soupe à la tomate, en coupant les croûtes comme elle aimait. Elle mangea sans bavarder comme d'habitude, les yeux fixés sur le dessin animé qui passait sur la petite télévision dans le coin. Chaque bouchée qu'elle prenait était pour lui une victoire, un petit geste de normalité dans une journée qui était tout sauf normale. Après le déjeuner, il la mit au lit pour la sieste, un vieux rituel datant de son enfance dont elle s'était presque affranchie. Mais aujourd'hui, elle ne protesta pas. Elle se blottit simplement sous la couette usée, serrant fort sa peluche licorne et ferma les yeux. Liam l'observa un instant, le cœur lourd et douloureux. Elle était la raison pour laquelle il travaillait si dur, la raison pour laquelle il supportait les longues heures et les tâches ingrates. Et maintenant, il n'avait plus de travail. Il entra dans la petite cuisine et s'effondra sur une des chaises branlantes autour de la table, passant une main sur son visage. La réalité commençait à s'imposer, dure et froide. Il sortit un stylo et un bloc-notes, celui qu'il utilisait pour ses listes de courses et ses calculs budgétaires, et commença à noter des chiffres. Économie minime, dernier salaire déjà mentalement dépensé, en loyer et en facture. Le calcul était sombre, la panique, froide et aiguë, commença à ébranler son sang-froid. Il devait faire quelque chose, n'importe quoi. Il passa l'heure suivante à parcourir les offres d'emploi sur son téléphone. L'écran diffusait une lumière bleue éblouissante dans la pièce sombre. Travail en entrepôt, livreur, préparateur de commandes de nuit. La plupart payaient moins que ce qu'il gagnait. Beaucoup exigeaient un casier judiciaire vierge, ce qu'il avait, mais aussi une sorte de flexibilité désespérée
dont il n'était pas sûr de pouvoir faire preuve en tant que parent célibataire. Le monde semblait se refermer sur lui, les murs de son petit appartement lui paraissant de plus en plus étroits à chaque minute qui passait. Il était tellement perdu dans le tourbillon de ses inquiétudes qu'il n'entendit pas les coups frappés à la porte au début. Ils étaient légers, hésitants. Il les ignora, pensant qu'il s'agissait d'un colis pour un voisin, mais ils se répétèrent, un peu plus fermes cette fois. Avec un soupir, il se leva de table et se dirigea vers la porte, s'attendant à voir un livreur ou un démarcheur. Lorsqu'il l'ouvrit, il se figea. Debout dans le couloir de son modeste immeuble, complètement déplacé, se tenait la femme au manteau gris. Son expression était calme, sa posture assurée, mais ses yeux trahissaient une pointe d'incertitude. « Monsieur Liam ?» « Ah, non » demanda-t-elle d'une voix aussi calme et posée que dans ses souvenirs. « Je m'appelle Isabelle Vance. J'aimerais que nous discutions. » La voir debout là, sur son paillasson usé, était tellement surréaliste que Liam ne parvint pas à comprendre tout de suite. Isabelle Vance. Ce nom ne lui disait rien, mais sa présence le bouleversa. Il la fixait, son esprit s'efforçant de relier les points. La femme de l'usine, celle qu'il avait vue se faire licencier, était à sa porte. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il d'une voix rauque. C'était la seule question que son cerveau pouvait formuler. Elle ne broncha pas devant son ton. « Votre adresse figure dans votre dossier d'employé. Je m'excuse de vous déranger, mais cela ne pouvait pas attendre. » Ses excuses semblaient sincères, mais elles ne suffirent pas à apaiser la confusion et la suspicion qui bouillonnaient en lui. Que voulait-elle? Était-elle venue au nom de Jennings pour lui remettre des documents officiels? Pour s'assurer qu'il ne porterait pas plainte? Il sentit monter en lui un instinct protecteur, une envie soudaine de protéger sa maison, sa vie, de tout ce qu'elle représentait. Maya dormait encore dans l'autre pièce, et la dernière chose qu'il souhaitait était d'apporter le désordre de l'usine dans ce petit sanctuaire. « Écoutez, si c'est à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, commença-t-il, la main crispée sur la poignée de la porte. « Je n'ai rien à dire. C'est fini. Ce n'est pas fini, dit-elle, le regard fixe. C'est pour ça que je suis là. Je peux entrer? Je vous promets que je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. » Il y avait une supplication dans sa voix, subtile mais présente. Ce n'était pas la voix d'une cadre ou d'une marionnette de l'entreprise. C'était la voix de quelqu'un qui voulait sincèrement être entendu. Contre son bon sens, contre tous ses instincts qui lui dictaient de fermer la porte et de la verrouiller, il se retrouva à s'écarter. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être était-ce la fatigue, peut-être était-ce l'étincelle de quelque chose qui ressemblait à de l'empathie dans ses yeux, ou peut-être, juste peut-être, était-ce un mince espoir désespéré et insensé que ce n'était pas la fin de l'histoire. Il la conduisit dans le petit salon. L'espace était propre mais usé. Le canapé avait une légère déchirure dans l'accoudoir, recouverte d'une couverture soigneusement pliée. La bibliothèque était remplie des livres d'images de Maya et de quelques-uns de ses propres livres de poche aux pages cornées. C'était une pièce qui témoignait d'une vie menée avec un budget limité, mais aussi d'une vie remplie d'amour. Isabella, il essaya le nom dans sa tête. Elle ne regardait pas autour d'elle avec jugement ou pitié. Elle observait simplement tout. Sa nature calme et observatrice était pleinement visible. Elle se tenait au centre de la pièce, son élégant manteau contrastant fortement avec le confort de sa maison. Elle ne l'avait pas enlevé, comme si elle savait qu'elle ne resterait pas longtemps. Mais Jennings avait outrepassé son autorité aujourd'hui. Elle alla droit au but. Ce qu'il avait fait était contraire à l'éthique professionnelle et injustifié. Liam croisa les bras, appuyé contre le cadre de la porte de la cuisine. Un mur de scepticisme se dressait déjà en lui. C'est le directeur de l'usine. Licencier des gens fait partie de ses attributions, non? Pas comme ça, dit-elle fermement. Et pas vous. J'ai vu ce que vous avez fait. Vous avez évité un arrêt coûteux et un risque potentiel pour la sécurité. Vous auriez dû être félicité, pas licencié. C'étaient les mots qu'il s'était répétés tout l'après-midi. Mais les entendre de sa bouche, une inconnue qui avait été un témoin silencieux, lui donnait étrangement raison. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait autre chose. « Alors, qui êtes-vous » demanda-t-il sans détour. « Des ressources humaines? Une auditrice? Vous êtes ici pour m'offrir une indemnité de départ afin que je ne fasse pas d'histoire. » Un petit sourire effleura ses lèvres, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. « Rien de tout cela. Je suis une partie intéressée. L'entreprise traverse une période de transition importante. Les anciennes méthodes, la culture que représente quelqu'un comme Jennings, sont précisément ce qui doit changer. » Elle marqua une pause, ses yeux cherchant les siens, comme pour évaluer s'il était prêt à entendre ce qu'elle s'apprêtait à dire. « En vérité, je peux t'appeler Liam ?»
Je suis venu ici pour te proposer de reprendre ton poste. » L'offre resta en suspens entre eux, scintillante de possibilités et lourde de suspicions. Reprendre son poste. C'était la seule chose qu'il voulait, la seule chose dont il avait besoin. Et pourtant, venant d'elle, cela semblait compliqué, emmêlé dans des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Pourquoi elle? Qui était-elle pour faire une telle offre? Il la fixa du regard, l'esprit en ébullition. Était-ce un test? Une ruse? Il avait vu suffisamment de manœuvres d'entreprise pour savoir que rien n'était jamais aussi simple qu'il n'y paraissait. « Qui êtes-vous » demanda-t-il à nouveau, d'une voix basse et calme. « Vous n'êtes pas seulement une partie intéressée. Les gens qui sont simplement intéressés ne se présentent pas à l'appartement d'un contremaître licencié pour le réembaucher. » D'assez bon ensemble pour qu'ils y sont. Isabella prit une lente inspiration. Comme pour se donner du courage, elle déboutonna finalement son manteau, révélant une blouse en soie simple mais d'une confection exquise. Ce geste semblait symbolique, comme si elle abandonnait un peu de son armure. « Vous avez raison, dit-elle. L'entreprise a récemment été rachetée. Le nouveau propriétaire préfère rester anonyme pour l'instant, mais j'ai été engagé pour superviser la transition et évaluer les actifs, tant mécaniques qu'humains. » Elle choisissait ses mots avec soin, utilisant un langage d'entreprise raffiné qui semblait néanmoins cacher quelque chose. « J'observe l'usine depuis 2 semaines. J'ai constaté l'inefficacité, le moral bas, et je t'ai observé. Je t'ai vu aider le nouveau, Marco, lorsque sa machine s'est bloquée la semaine dernière, même si ce n'était pas ton poste. Je t'ai vu rester tard après ton service pour recalibrer les chargeurs de la ligne 3. Et je vous ai vu aujourd'hui. » Le scepticisme de Liam ne faiblit pas, mais une pointe de curiosité fit son apparition. Elle avait observé, elle avait remarqué. « Vous êtes donc consultante ?» insista-t-il. « Quelque chose comme ça, » concéda-t-elle, redevenant vague. « Mon rôle consiste à rendre compte de mes conclusions directement au nouveau propriétaire. Et ma principale conclusion est que l'atout le plus précieux de l'usine, ce sont ses employés, des gens comme vous. Et que son plus gros handicap, c'est une direction qui gouverne par la peur, comme M. Jennings. » La façon dont elle prononça le nom de Jennings était empreinte d'une froideur qui convainquit Liam que les jours du directeur étaient comptés. Cela lui procura au moins une sombre satisfaction. « Je veux que vous reveniez, Liam, » répéta-t-elle d'une voix plus douce, plus directe. « Pas seulement comme contremaître. Je veux que vous dirigiez l'équipe chargée de l'efficacité opérationnelle. Vos connaissances pratiques valent plus que n'importe quel diplôme. Vous savez ce qui ne fonctionne pas et vous savez comment y remédier. Je veux te donner l'autorité nécessaire pour le faire. Diriger une équipe, l'autorité, un vrai titre. C'était plus qu'il n'aurait pu rêver. C'était une bouée de sauvetage, un radeau au milieu de l'océan dans lequel il se noyait. Mais sa fierté, cette même fierté obstinée qui l'avait empêché de supplier pour garder son emploi, était un courant puissant. « Pourquoi ?» demanda-t-il, le mot empreint d'une méfiance acquise au fil des ans. « Pourquoi moi ? Cela ressemble à de la charité. » Le mot resta suspendu dans l'air, laid et tranchant. L'expression d'Isabella se durcit, non pas de colère, mais de quelque chose qui ressemblait à de la déception. « Ce n'est pas de la charité, Liam. C'est une décision commerciale stratégique. Je n'investis pas dans la charité, j'investis dans la compétence. Et d'après ce que j'ai vu, vous êtes la personne la plus compétente de tout ce bâtiment. » Elle fit un pas vers lui, le regard intense. « Je ne te demande pas d'accepter une aumône. Je te demande de m'aider à sauver cette usine afin de construire quelque chose de mieux pour tous ceux qui y travaillent. Mais je ne peux pas y arriver sans des personnes en interne en qui je peux avoir confiance. Des personnes qui n'ont pas peur de se salir les mains. » Ces paroles ébranlèrent le mur qu'il avait érigé. Elle ne lui offrait pas sa pitié. Elle lui offrait son respect. Elle lui offrait une sorte de partenariat. Il regarda derrière elle, vers la porte de la chambre de Maya, où sa fille dormait, inconsciente de la décision monumentale qui se jouait dans la pièce voisine. Il ne s'agissait pas seulement de sa fierté, il s'agissait de son avenir. Il expira longuement et lentement, la lutte s'évanouissant en lui, remplacée par une acceptation lasse et prudente. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-il. Les épaules d'Isabella se détendirent, libérant une tension subtile mais indéniable. Un sourire sincère, le premier qu'il lui voyait, illumina son visage, la transformant d'une cadre supérieure posée en une personne chaleureuse, humaine. « Demain matin, » répondit-elle, « et M. Jennings sera celui qui quittera les lieux. » Liam ne put s'empêcher de laisser échapper un petit rire sans humour. Il passa une main dans ses cheveux, le choc de la journée le rattrapant enfin. Licencié puis réembauché en l'espace de quelques heures. C'était fou. « D'accord, dit-il,
ce mot sonnant à la fois comme une capitulation et un nouveau départ. « D'accord, je vais le faire. » Il ne savait pas encore qu'accepter la proposition d'Isabella Vance allait changer bien plus que son travail. Il entrait dans son monde, un monde de secrets et de pouvoirs qu'il ne pouvait encore imaginer, et rien dans sa vie ne serait plus jamais pareil. Après le départ d'Isabella, qui avait laissé derrière elle une carte de visite impeccable avec un numéro privé et une aura d'autorité tranquille, Liam s'affala sur sa chaise de cuisine, la tête qui tournait. Il avait l'impression d'avoir survécu à un ouragan. Il repassa la conversation dans sa tête, disséquant chaque mot, chaque regard. Une consultante pour le nouveau propriétaire. Cela avait du sens, et pourtant non. Elle dégageait une assurance, une autorité naturelle qui dépassait le rôle d'une simple conseillère. Elle parlait d'investissement et d'actifs avec l'aisance de quelqu'un qui signait les chèques, et non pas seulement de quelqu'un qui faisait des recommandations. Il repoussa cette pensée. Il ne pouvait pas se permettre de regarder un cadeau de cheval dans la bouche. Il avait un travail, un meilleur travail. C'était tout ce qui comptait. Le reste n'était que du bruit. Lorsque Maya se réveilla de sa sieste, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, elle se dirigea vers la cuisine et le vit assis à table, le regard perdu dans le vide. « Tu es triste, papa ?» demanda-t-elle d'une voix douce et inquiète. Il leva les yeux et la prit sur ses genoux, la serrant fort dans ses bras. « Non, ma chérie, plus maintenant. En fait, je pense que notre aventure vient de devenir beaucoup plus intéressante. » Il lui expliqua en termes simples que la gentille dame de l'usine avait dissipé le malentendu et que papa avait un nouveau travail où il était le patron et réparait des choses. Le visage de Maya s'illumina, sa peur initiale laissant place à une joie simple et radieuse. « Ça veut dire qu'on peut manger de la pizza ce soir ?» demanda-t-elle, ses priorités parfaitement bien définies. Liam éclata d'un rire sincère qui sembla chasser les dernières ombres de la journée du petit appartement. « Oui, répondit-il. Cela signifie absolument que nous pouvons manger une pizza. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis par terre en train de manger une pizza au pepperoni sortie d'une boîte en carton, Liam ressentit une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le bourdonnement constant et sournois de l'anxiété financière s'était calmé, remplacé par un sentiment d'espoir fragile mais persistant. Il avait une chance, ils avaient une chance. Il avait toujours la carte de visite dans sa poche. Il la sortit et la regarda à nouveau. Isabella Vance. Le nom était imprimé dans une police simple et élégante sur un papier épais de couleur crème. Il n'y avait ni logo d'entreprise, ni titre, juste le nom et un numéro. C'était minimaliste, confiant et profondément mystérieux. Tout comme la femme elle-même, il ne savait pas dans quoi il s'embarquait, pas vraiment. Mais en regardant sa fille manger joyeusement une croûte de pizza, le visage barbouillé de sauce, il savait qu'il avait fait le bon choix. Pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir ne lui semblait plus une menace. Il lui semblait plutôt être une promesse. Le lendemain matin, Liam franchit les portes de Sterling Industries avec un sentiment qu'il ne pouvait pas vraiment définir. C'était un étrange mélange d'appréhension, de satisfaction et d'incrédulité totale. Il portait les mêmes bottes usées, le même jean délavé, mais il n'était plus seulement contremaître. Il était, comme l'avait dit Isabella, le chef de l'équipe chargée de l'efficacité opérationnelle. Ce titre lui semblait étranger, comme un costume qui ne lui allait pas tout à fait. Le gardien de sécurité à l'entrée, un homme qui avait détourné les yeux avec pitié la veille, lui adressa maintenant un signe de tête, empreint d'un respect confus. La nouvelle semblait déjà avoir commencé à se répandre. Alors qu'il traversait le parking, il vit Monsieur Dame Jennings escorté hors du bâtiment par 2 gardes de sécurité. Il tenait dans ses bras un carton contenant ses effets personnels. Le visage de Jennings était empreint d'une rage indignée. Leurs regards se croisèrent brièvement, pour un instant de satisfaction. Liam ne se réjouit pas. Il ne sourit pas. Il se contenta de hocher la tête une fois, en signe de reconnaissance silencieuse du revirement de situation, et continua à marcher. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. Les gens étaient rassemblés en petits groupes, chuchotant, jetant des regards dans sa direction. Il pouvait sentir les questions, les spéculations. Il se dirigea directement vers le petit bureau sans fenêtre qui lui avait été attribué. Un espace précédemment utilisé pour stocker de vieux dossiers. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à lui. Il venait de poser sa boîte à lunch lorsque Isabella apparut dans l'embrasure de la porte. Aujourd'hui, elle portait une simple robe noire, ses cheveux tirés en arrière en un chignon soigné. Elle avait tout à fait l'air d'une consultante puissante. Pourtant, il y avait une douceur dans son regard lorsqu'elle le regardait. « Bonjour, Liam, dit-elle. Prête à te mettre au travail ?» « Plus que jamais, répondit-il, se sentant toujours comme dans un rêve.
Par où commençons-nous? Nous commençons par une visite, dit-elle. Mais cette fois, c'est toi qui la dirige. Je veux que tu me fasses visiter toute l'usine, de la réception à l'expédition, et que tu me dises tout ce qui ne va pas. Pas de filtre, pas de jargon d'entreprise, juste la vérité. C'est ce qu'ils firent pendant les heures qui suivirent. Liam, dans son élément, souligna les défauts systémiques dont il se plaignait depuis des années. Le système d'inventaire obsolète, le flux de travail inefficace sur la chaîne d'emballage, le manque chronique de maintenance préventive sur les machines anciennes. Il s'exprima avec une passion et une clarté issues de ses années d'expérience pratique. Isabella écoutait attentivement, prenant des notes sur une élégante tablette argentée. Elle ne l'interrompait pas, ne remettait pas en question ses évaluations. Elle absorbait simplement tout. Son regard perspicace ne manquait rien. Elle voyait non seulement les machines cassées, mais aussi la résignation lasse sur les visages des ouvriers. Elle voyait les réparations de fortune maintenues par du ruban adhésif et de l'espoir. Elle voyait les problèmes profondément enracinés qui allaient bien au-delà de ce que pouvait montrer un tableur. Ils s'arrêtèrent un instant près d'une énorme presse hydraulique. Son battement rythmique résonnait comme un cœur régulier dans l'espace caverneux. Jen a rogné sur la maintenance pour améliorer ses résultats trimestriels, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, sans le regarder, mais en regardant la machine. Il menait cet endroit à la ruine, confirma Liam. Il se souciait plus de sa prime que des personnes qui travaillaient ici ou de l'avenir de cette usine. Cela va changer, dit Isabella d'une voix calme mais ferme. Le nouveau propriétaire est prêt à faire un investissement important. De nouveaux équipements, une meilleure formation et une refonte complète de la structure de gestion. Liam la regarda, une question brûlant sur le bout de sa langue. Ce nouveau propriétaire, ils doivent être sérieux. Qui est-ce? Isabella se tourna enfin vers lui, un sourire énigmatique effleurant ses lèvres. Disons simplement qu'il a tout intérêt à ce que les choses fonctionnent correctement. Il croit en la construction de choses qui durent. Voilà encore cette expression « construire des choses qui durent ». C'était plus qu'un simple slogan d'entreprise. Venant d'elle, cela ressemblait à une philosophie personnelle. Il commençait à réaliser qu'Isabella Vance était un puzzle et qu'il commençait seulement à en voir les contours. Et pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, il se surprit à vouloir voir l'ensemble du tableau. La première semaine fut mouvementée. Liam passa ses journées dans l'usine à discuter avec les ouvriers, à répertorier les problèmes et à dresser une liste des réparations prioritaires. Pour la première fois, les gens l'écoutaient. Ses suggestions n'étaient pas rejetées comme des plaintes. Elles étaient consignées comme des mesures à prendre. Le changement d'atmosphère était palpable. La peur qui régnait dans l'usine sous le règne de Jennings commença à se dissiper, remplacée par un optimisme prudent et fragile. Isabella était une présence constante et discrète. Elle n'était pas une micro-gestionnaire. Elle laissait à Liam la liberté de travailler, mais elle était toujours là, observant, posant des questions pertinentes et perspicaces. Ils trouvèrent facilement leur rythme, un partenariat professionnel qui semblait étonnamment naturel. Ils déjeunaient souvent ensemble dans la cafétéria bruyante, assis à une table en formica au milieu du cliquetis des plateaux et des conversations. Elle ne semblait jamais se soucier du manque de commodité, du café brûlé ou des commérages qui les suivaient inévitablement. Elle écoutait Liam parler de ses idées pour l'usine et, en retour, elle partageait des histoires vagues mais intrigantes sur d'autres entreprises avec lesquelles elle avait travaillé, d'autres problèmes qu'elle avait résolus. Mais elle ne parlait jamais d'elle-même. Sa vie personnelle était un mystère. Liam avait appris qu'elle aimait son café noir, qu'elle avait une connaissance surprenante de la littérature du XXe siècle et qu'elle avait un faible pour le chat errant qui traînait près des quais de chargement. Mais il ne savait pas d'où elle venait, si elle avait une famille ou ce qu'elle faisait lorsqu'elle n'était pas à l'usine. Elle était une énigme enveloppée dans des manteaux élégants et une confiance tranquille. Un après-midi, alors qu'il travaillait tard pour tenter de démêler un problème particulièrement complexe lié à la chaîne d'approvisionnement, Maya l'appela. Sa voix était faible et triste au téléphone. La fête d'automne de son école était prévue ce soir-là, et il avait promis de l'y emmener. Dans le chaos de son nouveau travail, il avait complètement oublié. Son cœur se serra. « Je suis vraiment désolé, ma chérie, » dit-il. La culpabilité lui pesait lourdement sur la poitrine. « J'arrive dès que possible. » Il s'apprêtait à raccrocher et à se précipiter dehors quand Isabella, qui travaillait dans le bureau voisin, apparut dans l'embrasure de la porte. Elle a dû entendre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, le front plissé d'inquiétude. « J'ai oublié la fête de l'école de Maya, » admit-il en passant une main dans ses cheveux, frustré. « Je suis un père horrible. »« Tu n'es pas un père horrible, dit-elle doucement.
Tu es un homme à qui on a donné une montagne à gravir. Vas-y, ça peut attendre demain. » « Je ne peux pas partir comme ça, » protesta-t-il. « Ce rapport doit être rendu. »« Je le terminerai, » dit-elle sans hésiter. Il la regarda, stupéfait. « Tu n'es pas obligé de faire ça. »« Je sais, » dit-elle, « mais je veux le faire. Maintenant va être un père. C'est le travail le plus important que tu aies. » Il hésita un instant, puis acquiesça, submergé par une vague de gratitude. « Merci, Isabella. C'est ce que font les partenaires, » répondit-elle, le regard doux. Alors qu'il se précipitait dehors, il ne pouvait s'empêcher de penser que sa gentillesse allait au-delà de la courtoisie professionnelle. Elle était une forteresse de secrets, mais de temps en temps, il apercevait la personne qui se cachait derrière, et il se surprenait à vouloir mieux la connaître. Il ne savait pas qu'après son départ, Isabella était restée pendant des heures, non seulement pour terminer son rapport, mais aussi pour relire toutes les notes qu'il avait prises, toutes ses observations. Elle n'était pas seulement impressionnée par sa compétence. Elle était touchée par son intégrité dans un monde d'hommes qui se donnaient des airs et faisaient des promesses. Liam, lui, agissait simplement. Il était authentique d'une manière que personne dans sa vie n'avait jamais été, et elle commençait à réaliser que cela devenait dangereusement attirant. Le festival d'automne était une explosion chaotique de couleurs et de sons. Le gymnase de l'école sentait le pop-corn, les feuilles mouillées et l'excitation des élèves du primaire. Des stands bordaient les murs, proposant tout ce qu'on pouvait imaginer, du maquillage au cakewalk. Liam arriva essoufflé et agité et trouva Maya assise sur une botte de foin près du stand de sculpture de citrouille, le visage empreint de déception. Quand elle le vit, son expression s'éclaircit, mais la douleur persistait dans ses yeux. « Je suis désolé, ma chérie, » dit-il en s'accroupissant devant elle. « Papa était tellement occupé que j'ai perdu la notion du temps. »« Ce n'est pas grave, » marmonna-t-elle, même si ses lèvres tremblantes racontaient une autre histoire. Il la serra dans ses bras, ressentant la douleur familière de la culpabilité parentale. Il essayait tellement de lui construire un avenir meilleur qu'il en oubliait le présent. Il passa le reste de la soirée à se rattraper auprès d'elle. Ils jouèrent au lancer d'anneaux, décorèrent des biscuits avec beaucoup trop de glaçage et se firent peindre le visage. Lui, un tigre réticent. Elle, un papillon fier. Au moment de partir, la déception de Maya avait fait place à une joie somnolente, alimentée par le sucre. Sur le chemin du retour, elle resta silencieuse pendant un long moment avant de parler. « Cette dame de ton travail, Isabella, » dit-elle. « C'est ta nouvelle patronne ?»« En quelque sorte, » répondit Liam en la regardant dans le rétroviseur. « Nous travaillons ensemble ? Elle est gentille, » a dit Maya, mais elle a l'air triste même quand elle sourit. Cette observation, si simple et pourtant si perspicace, a frappé Liam avec une force surprenante. Il l'avait remarqué lui aussi, cette ombre de mélancolie qui collait à Isabella, même dans ses moments les plus professionnels. Il l'avait attribuée au stress, à la pression de son travail. Mais peut-être s'agissait-il de quelque chose de plus profond. Le lendemain, à l'usine, il la regarda d'un œil nouveau. Il remarqua qu'elle regardait parfois par la fenêtre de son bureau, le regard distant et vague. Il remarqua la légère hésitation, presque imperceptible, avant qu'elle ne rejoigne un groupe pour le déjeuner, comme si elle se préparait à une interaction sociale qu'elle préférerait éviter. Il se surprit à vouloir briser cette façade impeccable et découvrir ce qui se cachait réellement derrière ses yeux perspicaces et méfiants. L'occasion se présenta quelques jours plus tard. Ils étaient en plein débat animé au sujet d'un nouveau logiciel de gestion des stocks. Le fournisseur vantait les mérites d'un produit haut de gamme, coûteux et excessivement compliqué. Liam plaidait en faveur d'une solution plus simple et plus pratique. La discussion tournait en rond, Isabella jouant l'avocat du diable et remettant en question ses hypothèses. Le système le plus cher offre de meilleures analyses et une meilleure évolutivité à long terme, affirmait-elle en tapotant son bloc-notes avec son stylo. Le moins cher n'est qu'un pansement, pas une solution. C'est une solution pratique à un problème pratique, rétorqua Liam, de plus en plus frustré. Nous n'avons pas besoin d'un vaisseau spatial pour transporter des provisions. Nous avons besoin d'un camion fiable. La tension dans la pièce était palpable. Finalement, il se cala dans son fauteuil et expira. « Écoute Isabella, je sais que tu es habituée à un monde où la meilleure option est toujours la plus chère. Mais dans mon monde, la meilleure option est celle qui fonctionne, celle qui ne coûte pas une fortune et celle que mes employés peuvent apprendre à utiliser sans suivre un séminaire de formation de 3 semaines. » Ces mots étaient plus durs qu'il ne l'aurait voulu et il les regretta immédiatement. Mais Isabella ne se mit pas sur la défensive. Au contraire, un sourire étrange et triste effleura ses lèvres. « Tu as raison, Liam, » dit-elle doucement, laissant échapper un instant son masque professionnel.
C'est le monde auquel je suis habitué, et tu as raison de le remettre en question. Ce n'est pas toujours aussi génial qu'on le dit. » Cette confession était inattendue, un rare aperçu de sa forteresse. La dispute au sujet du logiciel était oubliée. À ce moment-là, il ne s'agissait plus de travail. Il s'agissait de deux personnes issues de mondes très différents qui trouvaient un petit terrain d'entente. Liam réalisa que Maya avait raison. Il y avait une profonde tristesse chez Isabella, une solitude que toute sa compétence et son assurance ne pouvaient cacher. Et il ressentit soudainement et inexplicablement le besoin d'être celui qui pourrait la faire sourire pour de vrai, sans l'ombre de tristesse dans ses yeux. C'était une pensée dangereuse qui brouillait les frontières entre le professionnel et le personnel, mais il ne parvenait pas à s'en défaire. Après cette journée, la dynamique entre eux commença à changer lentement, de manière presque imperceptible. Le respect professionnel était toujours là, mais il était désormais mêlé à une nouvelle curiosité, plus personnelle. Ils commencèrent à parler d'autre chose que des cahiers d'exercice, de la musique, des mérites des différents types de café. Liam découvrit qu'Isabella avait un sens de l'humour pince sans rire et plein d'esprit qu'elle cachait soigneusement sous son attitude professionnelle. Il apprit qu'elle pouvait citer des poèmes par cœur et qu'elle avait une connaissance encyclopédique surprenante des vieux films en noir et blanc. En échange, il lui parla de Maya, des défis et des joies d'être père célibataire, de son rêve d'ouvrir un jour son propre petit atelier de menuiserie sur mesure. Il s'est surpris à s'ouvrir à elle comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Elle savait écouter, et son attention discrète lui donnait le sentiment d'être vu et entendu. Un après-midi pluvieux, ils étaient les deux derniers à rester au bureau, le bruit de la pluie tambourinant sur le toit, un rythme régulier et apaisant. Liam était en train de ranger ses affaires pour partir quand Isabella prit la parole, d'une voix calme. « Elle vous manque ?» demanda-t-elle, le regard fixé sur une petite photo encadrée de Maya posée sur son bureau. Liam savait qu'elle ne parlait pas de Maya. Il s'interrompit, la main suspendue au-dessus de sa boîte à lunch. Il parlait rarement de sa défunte épouse, non pas parce que la douleur était encore vive, mais parce que ses souvenirs étaient sacrés et qu'il ne voulait pas qu'ils soient teintés de la pitié des autres. Mais avec Isabella, c'était différent. « Tous les jours », répondit-il simplement, d'une voix basse. Elle était la lumière. Quand elle était partie, c'était comme si le monde était devenu gris. Il n'entra pas dans les détails, ne parla pas de la maladie soudaine, des visites à l'hôpital, du chagrin qui lui creusait les yeux. Il n'avait pas besoin de le faire. Isabella se contenta d'acquiescer, les yeux remplis d'une compréhension profonde et silencieuse qui dépassait les mots. « Oh, le chagrin est une maison silencieuse », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui, pleine de pièces dans lesquelles on ne peut plus entrer. Cette observation poétique était si inattendue, si poignante, qu'elle le prit au dépourvu. C'était un autre aperçu derrière le rideau, une autre pièce du puzzle. C'était Isabella Vance. Il réalisa qu'elle n'était pas seulement une femme d'affaires avisée. C'était une femme qui comprenait la perte, qui comprenait le poids d'une maison silencieuse. « Vous êtes passé par là aussi », déclara-t-il, non pas comme une question, mais comme une prise de conscience. Elle leva les yeux et croisa son regard. Une ombre passa sur son visage et le mur qu'il pensait voir s'effondrer se dressa à nouveau. « Nous devrions probablement y aller, » dit-elle, sa voix redevenant froide et professionnelle. Il se fait tard. Elle se leva et rassembla ses affaires, le moment de connexion s'évanouissant aussi vite qu'il était apparu. Liam la regarda partir, envahi par un sentiment de frustration et d'intrigue. Il était plus proche que jamais de la comprendre, mais elle l'avait repoussé. Il était clair qu'Isabella avait des secrets, des blessures qu'elle gardait précieusement. Et même s'il savait qu'il devait garder ses distances, que brouiller les lignes était un jeu dangereux, il ne pouvait s'empêcher de se sentir attiré par elle, de vouloir connaître la femme qui se cachait derrière ces murs. Il commençait à s'intéresser à elle, non seulement en tant que collègue, mais aussi en tant que personne, et cela l'effrayait plus que n'importe quelle usine en faillite ou licenciement imminent. La semaine suivante, Isabella était différente. Le bref moment de vulnérabilité au bureau semblait l'avoir effrayée. Elle était plus réservée, plus professionnelle. Les murs autour d'elle étaient plus épais qu'auparavant. Elle évitait de se retrouver seule avec Liam, s'assurant toujours qu'une troisième personne soit présente lors de leurs réunions et limitant leur conversation strictement au travail. Liam sentit le changement, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il essaya de se convaincre que c'était pour le mieux. Leur relation ne pourrait jamais être autre chose que professionnelle. Ils venaient de deux mondes différents. Il s'en rendait compte chaque fois qu'elle sortait de l'élégante voiture noire dans laquelle son chauffeur la déposait chaque matin.
Mais le souvenir de ce moment de complicité partagée persistait. La camaraderie facile qu'ils avaient commencé à construire lui manquait. Son sens de l'humour et ses observations discrètes lui manquaient. Il se surprenait à l'observer de l'autre côté de la pièce, essayant de déchiffrer les émotions qu'elle cachait si soigneusement. Il voyait la fatigue dans ses yeux, la tension dans ses épaules. Elle portait un lourd fardeau et pour une raison quelconque, il voulait l'aider à le porter. L'occasion se présenta de manière inattendue. L'entreprise organisait un gala de charité, un événement très médiatisé visant à collecter des fonds pour un hôpital pédiatrique local. C'était le genre d'événement formel et guindé que Liam évitait généralement comme la peste, mais cette année, la présence de tous les chefs de service était obligatoire. Il redoutait cet événement. Il ne possédait pas de costume, n'avait pas porté de cravate depuis des années, et l'idée de faire la conversation à des cadres supérieurs lui donnait la chair de poule. Il exprimait sa frustration à l'un des autres contremaîtres dans la salle de pause lorsque Isabella entra. Ah, elle avait entendu la fin de sa plainte. « Tu n'es pas fan de gala, Liam ?» demanda-t-elle d'un ton léger, mais ses yeux reflétaient une lassitude familière. « Disons simplement que je suis plus à l'aise dans des bottes à embout d'acier que dans des chaussures de ville, » grommela-t-il. Elle lui adressa un petit sourire triste. « Je comprends ce que tu ressens. » Ce soir-là, il se tenait devant son petit placard, contemplant ses options limitées. Il finit par choisir son unique pantalon noir correct, une chemise blanche boutonnée légèrement trop serrée aux épaules et une cravate qu'il emprunta à un voisin. Il se regarda dans le miroir et se sentit comme un imposteur. Lorsqu'il arriva au gala, organisé dans la grande salle de bal d'un hôtel du centre-ville, son sentiment de ne pas être à sa place s'intensifia. La salle était une mer de smoking et de robes scintillantes, l'air était chargé du parfum des parfums coûteux et du tintement des coupes de champagne. Il se sentait comme un chien errant qui s'était égaré dans une exposition canine de chiens de race. Il aperçut Isabella de l'autre côté de la salle. Elle était à couper le souffle. Elle portait une simple robe longue d'un vert émeraude profond qui épousait parfaitement ses formes. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant et brillant, et un collier de diamants délicats ornait son cou. Elle était entourée d'un groupe d'hommes en costumes élégants, qui rivalisaient tous pour attirer son attention. Elle souriait. Elle acquiesçait, elle riait à leurs blagues, mais Liam, qui observait depuis la périphérie, pouvait voir la vérité. Ses yeux étaient vides. Elle jouait un rôle. Elle était la personne la plus belle et la plus seule de la pièce. Il s'apprêtait à se retirer dans un coin sombre et à compter les minutes jusqu'à ce qu'il puisse partir lorsqu'elle leva les yeux et croisa son regard à travers la salle bondée. Son sourire poli et étudié vacilla un instant, remplacé par un regard de soulagement sincère et authentique. S'excusant auprès de ses admirateurs, elle se mit à marcher vers lui, se frayant un chemin à travers la foule avec une grâce naturelle qui donnait l'impression que la mère de Jean s'écartait juste pour elle. Le cœur de Liam fit un bond. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle allait dire, mais alors qu'elle s'approchait, une seule pensée indéniable lui traversa l'esprit. Il se moquait du monde d'où elle venait. Il était simplement heureux qu'elle se dirige vers le sien. Alors qu'Isabella s'approchait, un sentiment de calme s'empara de Liam, chassant l'anxiété sociale qui le tourmentait. Elle s'arrêta devant lui, sa robe émeraude scintillant sous les lustres en cristal. « J'espérais te trouver », dit-elle d'une voix douce et rassurante dans cette mer de bruit. « Tu veux dire, caché dans un coin ?» répondit-il avec un sourire ironique. Elle lui rendit son sourire, un vrai cette fois, qui atteignit ses yeux fatigués. « J'étais sur le point de faire de même. Ce n'est pas exactement mon idée d'un bon moment. On dirait que tu es à ta place ici, dit-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse les retenir. C'était un compliment sincère, mais il semblait inadéquat. Elle baissa les yeux vers sa robe, une lueur indéchiffrable dans son regard. C'est un costume, Liam, une armure, ça fait partie du travail. Elle le regarda à nouveau, le regard intense. Toi, en revanche, tu es toi-même, et c'est rare dans une salle comme celle-ci. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe sur son insécurité. Elle ne le voyait pas comme quelqu'un qui n'était pas à sa place. Elle le voyait comme quelqu'un d'authentique. « Tu veux prendre l'air ?» demanda-t-il, se sentant enhardi. « Il y a une terrasse. »« J'adorerais, » répondit-elle. Son soulagement était palpable. Ils sortirent sur la grande terrasse en pierre, où l'air frais de la nuit leur procura un soulagement bienvenu après l'atmosphère étouffante de la salle de bal. La silhouette de la ville scintillait sous leurs yeux, offrant un panorama à couper le souffle de lumière et de mouvement. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, appuyés contre la balustrade, deux silhouettes solitaires sur la vaste toile de fond impersonnelle de la ville. « Merci de m'avoir sauvé », dit-elle finalement d'une voix douce.
J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui m'avez sauvé, admit-il. Elle se tourna vers lui, l'air sérieux. Liam, je dois m'excuser d'avoir été distante cette semaine. J'ai du mal à laisser les gens s'approcher de moi. Quand je sens que quelqu'un commence à voir au-delà de mon armure, mon premier réflexe est de battre en retraite. Sa confession était brute, vulnérable. C'était la chose la plus intime qu'elle ait jamais révélée sur elle-même, et Liam savait qu'il lui avait fallu énormément de courage pour le faire. Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, Isabella, dit-il doucement. Mais si jamais tu en as envie, je suis à ton écoute. Elle le regarda, les yeux brillants dans la douce lumière de la salle de bal. Je sais que tu l'es. C'est ce qui te rend si... Elle s'interrompit, cherchant le mot juste. Si dangereux, suggéra-t-il avec un demi-sourire. Elle rit, d'un rire doux et sincère qui sembla la surprendre elle-même. Oui, admit-elle. Exactement. L'air entre eux crépitait d'une énergie tacite. Il pouvait sentir le parfum subtil et pur de son parfum, voir le pouls délicat à la base de sa gorge. Il avait une envie irrésistible de tendre la main, d'écarter une mèche de cheveux de son visage, de réduire la petite distance qui les séparait, mais il ne le fit pas. Il savait que s'il le faisait, cela changerait tout, et il n'était pas sûr qu'ils soient tous les deux prêts pour cela. Il resta donc simplement debout à côté d'elle dans le calme de la nuit, ressentant une connexion plus profonde et plus réelle que tout ce qu'il avait pu ressentir depuis très longtemps. C'était une connexion à la fois exaltante et terrifiante, une promesse silencieuse de quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait soit les sauver tous les deux, soit les détruire complètement. Le reste de la soirée passa dans un brouillard pour Liam. Ils retournèrent dans la salle de bal, mais ne se séparèrent pas. Ils restèrent ensemble, comme un îlot de calme au milieu de la salle animée. Isabella le présenta à quelques membres du conseil et à des responsables municipaux, non pas comme son subordonné, mais simplement comme Liam, un collègue qu'elle respectait profondément. Le subtil changement dans son langage ne passa pas inaperçu. Les personnes qui l'avaient ignoré auparavant le regardaient désormais dans les yeux, lui serraient fermement la main et lui posaient des questions polies sur son travail. Il géra la situation avec une assurance tranquille qu'il ne se savait pas posséder. Il a parlé franchement et honnêtement des changements qu'il mettait en œuvre à l'usine. Il a réalisé qu'il n'était pas un imposteur, il était simplement lui-même. Et pour la première fois, cela lui a semblé suffisant. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, ils se sont retrouvés sur la piste de danse. Une ballade classique lente passait et la piste était bondée de couples se balançant au rythme de la musique. « Je ne suis pas très doué pour la danse, » dit Liam, les mains dans les poches. « Moi non plus, » avoua Isabella. « Mais j'en ai assez de rester assise sur le côté. » Elle tendit la main, une invitation silencieuse. Le cœur de Liam battait à tout rompre dans sa poitrine. Il prit sa main, sa paume rugueuse et calleuse, et referma sa main douce et délicate. Il la conduisit au centre de la piste et la prit doucement dans ses bras. Il était maladroit au début, ses pas étaient raides et incertains, mais Isabella ne semblait pas s'en soucier. Elle posa légèrement sa tête sur son épaule, son corps se détendant contre le sien. Ils se déplaçaient lentement ensemble au rythme de la musique. C'était une simple étreinte, mais elle semblait plus intime que n'importe quel baiser. Il pouvait sentir la chaleur de son souffle contre son cou, le tissu doux de sa robe sous ses doigts. À cet instant, le reste du monde s'estompa. Il n'y avait plus de titres, plus d'attentes, plus de mondes différents. Il n'y avait que deux personnes qui s'accrochaient l'une à l'autre, trouvant un moment de paix au milieu du chaos. Lorsque la chanson s'est terminée, ils ne se sont pas séparés tout de suite. Ils sont restés là un instant, le silence entre eux chargé d'émotions inexprimées. « Je devrais y aller », dit finalement Liam. « La baby-sitter de Maya m'attend. »« Bien sûr », répondit Isabella en reculant, même si son regard lui disait qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Son chauffeur l'attendait à l'entrée, dans une élégante berline noire qui ronronnait doucement. Alors que Liam se dirigeait vers le voiturier pour récupérer sa vieille berline cabossée, elle l'appela. « Liam, attends !» Elle s'approcha de lui, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre poli. « Laisse-moi te raccompagner. »« Tu n'as pas à faire ça, » dit-il, ressentant une familiarité douloureuse de gêne. « Je sais, » dit-elle, le regard fixe. « J'en ai envie. » Pendant le trajet, ils s'assirent dans les sièges en cuir moelleux de la berline, un silence confortable s'installant entre eux. Lorsqu'ils arrivèrent devant son modeste immeuble, il se tourna vers elle pour la remercier. « Isabella, à propos de ce soir, Liam, » l'interrompit-elle doucement. « Tu n'as rien à dire ?» Et puis, avant qu'il n'ait eu le temps de comprendre ce qui se passait, elle se pencha vers lui et pressa ses lèvres contre les siennes. Ce fut un baiser doux et hésitant, chargé de tout ce qu'il n'avait pas dit.
C'était une question et une réponse, un risque et une promesse. Il ne dura qu'un instant, mais cela suffit à briser les derniers murs qui les séparaient. Il s'écarta, le souffle coupé. Il la regarda vraiment, et ne vit pas la puissante femme d'affaires ni la solitaire Aéris, mais simplement une femme, vulnérable et réelle. « À lundi !» murmura-t-elle, les yeux brillants. « Lundi !» répéta-t-il d'une voix à peine audible. Il sortit de la voiture et la regarda s'éloigner, disparaître dans la nuit. Il resta longtemps sur le trottoir, l'air froid de la nuit ne parvenant pas à refroidir le feu qui s'était allumé en lui. Il avait le sentiment que sa vie et son cœur ne seraient plus jamais les mêmes. Le week-end fut une étrange période de suspension pour Liam. Il suivit sa routine habituelle. Pancakes avec Maya le samedi matin, lessive au parc le dimanche, mais son esprit était ailleurs. Il repassait en boucle le baiser, la danse, la conversation sur la terrasse. Il essayait de donner un sens aux sentiments qui le tiraillaient. Il était en train de tomber amoureux d'elle. C'était une prise de conscience à la fois terrifiante et exaltante. D'un côté, il ne s'était pas senti aussi vivant, aussi plein d'espoir depuis le décès de sa femme. Isabella le voyait vraiment d'une manière que personne d'autre ne le voyait. Elle le mettait au défi, le respectait et lui donnait le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. D'un autre côté, le fossé entre leurs deux mondes était immense et indéniable. Il était un père célibataire ouvrier vivant au jour le jour. Il ne savait toujours pas exactement ce qu'elle était, mais il savait qu'elle était puissante, riche et qu'elle vivait dans un monde qu'il ne pouvait même pas imaginer. Que pouvait-il bien offrir à une femme comme elle? Cette question le taraudait, alimentant son sentiment d'insécurité. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il faillit passer à côté. Il se trouvait au supermarché, dans le rayon des céréales, lorsqu'il aperçut le magazine. C'était une publication commerciale sur papier glacé, coincée entre un magazine de fitness et un tabloïd People. Et sur la couverture, Isabella Vance affichait la même assurance froide qu'elle dégageait en personne. Le titre était clair et audacieux. Le fantôme de Sterling, Isabella Vance, l'héritière milliardaire recluse, secoue l'empire chancelant de son père. L'héritière milliardaire. Ces mots frappèrent Liam comme un coup physique. Il saisit le magazine du présentoir, les mains tremblantes, et le feuilleta. Il y avait un article de plusieurs pages, avec des photos d'Isabella lors de divers événements d'entreprise, debout aux côtés de titans de l'industrie, serrant la main de politiciens. L'article détaillait la vaste fortune de sa famille, bâtie sur un réseau mondial d'entreprises manufacturières et technologiques, Sterling Industries n'étant qu'une petite pièce du puzzle en difficulté. Il la décrivait comme une personnalité brillante, mais extrêmement discrète, qui avait repris l'entreprise familiale après le récent départ à la retraite de son père, pour raison de santé. Il mentionnait sa réputation de négociatrice impitoyable mais juste, un fantôme dans la machine qui préférait travailler dans les coulisses. Tout était là, noir sur blanc, les secrets, le pouvoir, l'immense richesse. La raison pour laquelle elle se déplaçait en voiture avec chauffeur, portait des vêtements de créateur, et s'exprimait avec une autorité si naturelle. Elle n'était pas consultante, elle n'était pas seulement une partie intéressée, elle était la nouvelle propriétaire, elle était sa patronne, pas seulement sa patronne, mais l'autorité suprême, celle qui tenait entre ses mains le destin de toute l'usine, son destin. Une vague de froid, semblable à un sentiment de trahison, l'envahit. Elle lui avait menti, pas directement, pas avec des mots, mais par omission. Elle lui avait laissé croire qu'elle était une partenaire, une collègue, alors qu'en réalité, elle était la reine et lui n'était qu'un pion sur son échiquier. Le baiser, la danse, les confessions vulnérables, tout cela semblait désormais entaché, comme faisant partie d'un jeu élaboré qu'il ne comprenait pas. L'avait-elle étudié comme l'un de ses atouts? N'était-il qu'un projet pour elle, le père célibataire travailleur qu'elle pouvait sauver pour prouver qu'elle avait un cœur? Cette pensée lui donnait la nausée. Il paya le magazine et ses courses, sans prêter attention au salut joyeux de la caissière. Il rentra chez lui, l'esprit en proie à la confusion, de colère et d'une profonde déception douloureuse. Il avait baissé sa garde. Il avait commencé à lui faire confiance, à tenir à elle, et tout cela était basé sur un mensonge. Il ne savait pas ce qu'il allait faire, mais il était sûr d'une chose. Lundi serait le jour du jugement. Liam ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le noir de son salon, le magazine ouvert sur la table basse, le visage d'Isabella le fixant comme une belle accusation silencieuse. Toutes leurs interactions se rejouaient dans son esprit sous un jour nouveau et cruel. Ses questions prudentes, ses observations discrètes, son investissement envers lui,
Tout cela lui semblait désormais manipulateur, une stratégie calculée d'une milliardaire jouant un rôle. La colère était une chose brûlante et amère dans sa gorge. Il se sentait comme un idiot. Il avait ouvert son cœur à cette femme, lui avait parlé de sa femme, de ses difficultés, de ses rêves, alors qu'elle était sa patronne, la propriétaire anonyme qui tirait les ficelles. Au moment où le soleil se leva, projetant une lumière gris pâle à travers la fenêtre, sa colère s'était transformée en une résolution dure et froide. Il savait ce qu'il devait faire. Il arriva à l'usine tôt, avant même que la première équipe ne commence à travailler. Le bâtiment était calme, l'air immobile et froid. Il se rendit directement à son bureau. Celui qui avait auparavant été celui du directeur de l'usine. Un bureau d'angle, avec de grandes fenêtres donnant sur l'atelier. Il ne frappa pas. Il entra et la trouva déjà là, assise à son grand bureau en acajou, une tasse de café à la main, l'air serein tandis qu'elle parcourait des documents. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, un sourire chaleureux illuminant ses lèvres. « Liam, tu es en avance. » Son sourire s'estompa lorsqu'elle vit l'expression sur son visage. Le magazine serré dans sa main. Il le jeta sur le bureau devant elle. Il atterrit avec un bruit sourd. « Le milliardaire Aéris, » dit-il d'une voix neutre, dénuée d'émotion. « Tu as omis cette partie. » Le visage d'Isabella pâlit. Le sang-froid dont elle faisait preuve, telle une armure, s'effondra, révélant la vulnérabilité brute qu'il n'avait entrevue qu'auparavant. Elle regarda le magazine, puis le regarda à nouveau, les yeux écarquillés, avec une douleur si authentique qu'elle faillit briser sa colère. « Liam, je peux t'expliquer, » commença-t-elle d'une voix presque inaudible. « Vraiment ?» rétorqua-t-il, la colère remontant à nouveau. « Tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'une consultante, une collègue? Tout cela n'était-il qu'un jeu pour toi? Une expérience sociale pour voir comment vit l'autre moitié de la population? Non, dit-elle en secouant la tête, sa voix prenant un ton désespéré. Ça n'a jamais été comme ça. Je ne t'ai rien dit, parce que dès que les gens savent qui je suis, ils changent. Ils cessent de me voir et commencent à voir l'argent, le pouvoir. Soit ils veulent quelque chose de moi, soit ils m'en veulent pour ce que j'ai. J'en avais assez de ça avec toi. Pour la première fois, j'avais l'impression que quelqu'un me voyait. « Et qu'as-tu vu ?» rétorqua-t-il en s'approchant du bureau, la voix basse et intense. « As-tu vu un cas social? Un projet à rénover? Le noble père célibataire en difficulté que tu pouvais venir sauver? J'ai vu un homme bon, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. J'ai vu un homme qui avait plus d'intégrité dans son petit doigt que tous les cadres que j'ai connus dans ma vie. J'ai vu quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains, qui aimait sa fille plus que tout au monde. J'ai vu quelqu'un que je respectais, quelqu'un qui m'était cher. » Ces mots étaient un torrent d'honnêteté désespérée, mais Liam était trop blessé, trop à vif pour les entendre. La trahison avait creusé un fossé trop profond. « Je ne peux pas travailler pour toi, Isabella, » dit-il d'une voix dure comme l'acier. « Je ne peux pas être ton projet. Tu n'es pas mon projet, » pleura-t-elle en se levant, les mains appuyées contre le bureau. « Tu es mon partenaire. »« Non, » dit-il en secouant lentement la tête. « J'étais ton employé, et j'ai démissionné. » Il se retourna et quitta le bureau sans se retourner. Il l'entendit l'appeler, la voix brisée par les sanglots, mais il ne s'arrêta pas. Il traversa l'usine silencieuse, passa devant les machines qu'il connaissait si bien, devant les visages des hommes avec lesquels il avait travaillé pendant des années. Il franchit le portail sans se retourner, le poids de sa propre fierté obstinée, un fardeau froid et lourd dans sa poitrine. Il venait de laisser passer la meilleure opportunité de sa vie, et il savait avec une certitude écœurante qu'il venait également de laisser passer la seule personne qui lui avait permis de se sentir à nouveau entier. Les jours qui suivirent furent flous, gris, un vide creux. Liam retomba dans le rythme familier et désespéré du chômage. Il passait ses journées à parcourir les offres d'emploi, à envoyer des CV et à passer des appels qui restaient sans réponse. L'espoir qui avait fleuri en lui une semaine auparavant s'était fané et éteint, laissant derrière lui un vide amer et douloureux. Il était brusque avec Maya, sa patience à bout à cause du stress et d'un chagrin profond et indéfinissable. Il voyait la confusion et la douleur dans ses yeux, ce qui ne faisait qu'ajouter au dégoût de soi qui le rongeait de l'intérieur. Il s'était dit qu'il avait démissionné par principe, qu'il protégeait sa dignité. Mais à mesure que la date d'échéance du loyer approchait et que la nourriture dans les placards diminuait, sa fierté ressemblait moins à un bouclier qu'à une cage. L'usine lui manquait. Son travail lui manquait, le défi, le sentiment d'avoir un but.
La camaraderie avec les autres travailleurs lui manquait. Et mon Dieu, elle lui manquait. Sa force tranquille, son esprit vif, sa vulnérabilité inattendue lui manquaient. La façon dont elle le regardait, comme s'il était quelqu'un d'important, lui manquait. Il avait tout gâché parce qu'il avait peur. Peur d'être blessé, peur d'être ridicule, peur d'un monde qu'il ne comprenait pas. Un soir, environ une semaine après avoir démissionné, il était assis à la table de la cuisine, fixant une pile de factures impayées, lorsque Maya vint s'asseoir à côté de lui. Elle resta longtemps silencieuse, se contentant de colorier tranquillement dans son livre de coloriage. Puis, sans lever les yeux, elle dit « Isabella me manque. » Cette déclaration simple et honnête fut comme une clé tournant dans une serrure dont il ignorait l'existence. « Oui, ma chérie, » répondit-il d'une voix rauque. « Moi aussi. Pourquoi es-tu partie » demanda-t-elle en levant enfin les yeux vers lui, le regard large et interrogateur. « C'est parce qu'elle est riche ?» Il fut surpris par sa franchise. « C'est compliqué, » balbutia-t-il. « Être riche ne fait pas de toi une mauvaise personne, papa, » dit-elle avec la sagesse simple et profonde d'un enfant. Maman disait toujours qu'il fallait regarder ce que les gens font, pas ce qu'ils ont. Ces mots, qui faisaient écho à la philosophie de sa défunte épouse, le frappèrent avec la force d'un coup physique. Il regarda le dessin que Maya était en train de colorier. C'était une image d'eux trois, elle et Isabella debout devant l'usine, se tenant la main et souriant. Isabella tenait une clé géante dans sa main. Il avait été tellement concentré sur ce qu'Isabella avait qu'il avait complètement ignoré ce qu'elle faisait. Elle avait sauvé son emploi, elle avait cru en lui, elle lui avait témoigné de la gentillesse et du respect. Elle avait essayé d'être honnête avec lui à sa manière prudente, et il lui avait tout rejeté au visage. Cette prise de conscience était douloureuse et humiliante. Sa fierté ne l'avait pas protégé. Elle l'avait aveuglé. Il avait tellement peur d'être un pion qu'il n'avait pas vu qu'on lui offrait la chance d'être un roi. Il regarda sa fille, son visage plein d'espoir et de confiance, et sut ce qu'il devait faire. Il était temps de ravaler sa fierté. Il était temps de revenir. Il était temps de se battre pour l'avenir qu'il avait eu trop peur de revendiquer. Le trajet de retour vers Sterling Industries fut le plus long de la vie de Liam. Chaque kilomètre était une bataille contre la voix lancinante du doute dans sa tête. Et si elle refusait de le voir? Et si elle l'avait déjà remplacé? Et s'il avait brisé de manière irréparable la fragile confiance qu'ils avaient construite? Il gara sa voiture sur le parking des visiteurs, les mains moites sur le volant. Prenant une profonde inspiration, il entra dans le hall d'entrée étincelant, un endroit qui lui semblait à la fois étranger et étrangement familier. Il n'avait pas de rendez-vous et s'attendait à ce que la réceptionniste le renvoie. Mais lorsqu'il donna son nom, elle le reconnut et écarquilla les yeux. « Bien sûr, monsieur Liam, » dit-elle d'une voix empreinte d'un nouveau respect. « Mademoiselle Vance vous attend. » Elle l'attendait? Comment était-ce possible? Il prit l'ascenseur jusqu'à l'étage de la direction, le cœur battant à tout rompre. Les portes s'ouvrirent sur un couloir feutré recouvert de moquettes et orné d'œuvres d'art modernes. Son bureau se trouvait au bout, la porte légèrement entr'ouverte. Il frappa doucement. « Entrez !» dit-elle, et le son de sa voix, si familier et pourtant si lointain, lui coupa le souffle. Il poussa la porte et entra. Elle se tenait près de la grande fenêtre, regardant l'usine tentaculaire en contrebas. Elle se retourna lorsqu'il entra, et son visage n'exprimait ni colère ni triomphe, mais une profonde et lasse tristesse. « Liam, dit-elle d'une voix à peine audible. J'ai vu le magazine, commença-t-il. J'étais en colère. Je me sentais idiot. Tu n'étais pas idiot, dit-elle en faisant un pas vers lui. Tu étais blessé, et tu avais tout à fait le droit de l'être. J'aurais dû te le dire. J'ai été lâche. Non, dit-il en secouant la tête. C'est moi qui ai été lâche. J'avais tellement peur d'être blessé, tellement peur de ce que je ne comprenais pas, que je t'ai repoussé. J'ai repoussé la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. La confession flottait dans l'air entre eux, brute et honnête. Il fit un autre pas, réduisant la distance entre eux. Maya m'a dit quelque chose, continua-t-il, la voix chargée d'émotion. Elle m'a dit que tu devais regarder ce que les gens font, pas ce qu'ils ont. Et toi, tu as cru en moi, tu m'as donné une chance, tu m'as traité avec respect, c'est ce que tu as fait. Et j'étais trop fier et trop têtu pour m'en rendre compte. Il tendit la main et prit les siennes, ses paumes rugueuses enveloppant les siennes. Je me fiche de l'argent, Isabella. Je me fiche que tu sois ma patronne, c'est toi qui m'importe. Et j'ai eu tort de partir. Des larmes coulaient sur le visage d'Isabella. Mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de solitude. C'étaient des larmes de soulagement, d'une joie profonde et intense. « Je t'ai attendu, » murmura-t-elle. « J'espérais que tu reviendrais. »« Je ne vais nulle part, »
dit-il d'une voix ferme. Puis il la prit dans ses bras. Et le baiser qui suivit n'était ni hésitant, ni interrogateur. C'était un baiser de certitude, de pardon, de deux personnes brisées qui se retrouvaient. Un baiser qui scellait la promesse de construire quelque chose de réel, quelque chose qui durerait. Les mois qui suivirent furent la preuve de cette promesse. Liam revint à l'usine non seulement en tant qu'employé, mais aussi en tant que véritable partenaire. Travaillant côte à côte, lui et Isabella entamèrent le processus ardu de transformation de Sterling Industries. Les connaissances pratiques de Liam sur le terrain, combinées au sens aigu des affaires d'Isabella et à sa volonté d'investir, se révélèrent être une combinaison formidable. Ils remplacèrent les machines obsolètes, rationalisèrent les flux de travail et surtout favorisèrent une nouvelle culture de respect et de collaboration. L'usine a commencé à prospérer, non seulement financièrement, mais aussi dans son esprit. La peur avait disparu, remplacée par un sentiment de fierté et d'appartenance parmi les travailleurs. La relation entre Liam et Isabella s'est épanouie parallèlement à la revitalisation de l'usine. Ils formaient un couple contrasté, l'héritière milliardaire et le contremaître ouvrier, mais leurs différences se complétaient parfaitement. Il la ramenait à la réalité, lui rappelant les choses simples et honnêtes qui comptaient vraiment. Elle le mettait au défi, le poussant à voir son propre potentiel, à croire en un avenir plus grand qu'il n'avait jamais osé l'imaginer. Leur histoire d'amour était peu conventionnelle. Elle ne s'était pas forgée dans des salles de bal ou des restaurants chics, mais dans la réalité bruyante et rude de l'usine, elle s'était construite autour de déjeuners partagés à la cafétéria, de séances de brainstorming tardives autour de plans, et du réconfort tranquille et facile de savoir qu'ils formaient une équipe. Maya était le cœur de leur nouveau monde métissé. Elle adorait Isabella, qui n'était plus la femme triste, mais une présence chaleureuse et aimante dans sa vie. Isabella lui avait appris à cuisiner, lui lisait des histoires avant de se coucher et assistait à tous les événements scolaires, applaudissant plus fort que quiconque. Elle n'essayait pas de remplacer la mère de Maya. Elle l'aimait simplement, créant une nouvelle famille, fondée non pas sur les liens du sang, mais sur un lien d'affection profond et inébranlable. Un après-midi d'automne frais, un an jour pour jour après le licenciement de Liam, tous trois se tenaient sur une nouvelle plateforme d'observation surplombant l'usine en pleine effervescence. L'usine bourdonnait d'une nouvelle énergie, une symphonie de progrès et de productivité. Liam avait son bras autour d'Isabella et Maya était perchée sur ses épaules, son rire résonnant dans le vaste espace. « C'est incroyable ce que tu as accompli, » dit Isabella, la tête posée sur son épaule. « Ce que nous avons accompli, » la corrigea-t-il en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Il regarda le monde qu'ils avaient construit ensemble, un monde où une usine en faillite pouvait renaître, où un père célibataire en difficulté pouvait trouver sa raison d'être et l'héritière milliardaire. Il pensa à l'homme qu'il était il y a un an, plein de peur et de fierté, et à la femme qu'elle était, cachée derrière des murs de richesse et de solitude. Ils avaient parcouru un long chemin. « Tu sais, dit-il, un lent sourire se dessina sur son visage. J'ai été licencié devant tout le monde, ici même, dans cette usine. » Maya gloussa. Mais ensuite, le nouveau propriétaire, qui était un milliardaire secret, t'a réembauché. Isabella rit, les yeux brillants d'amour et d'amusement. La meilleure décision commerciale que j'ai jamais prise, dit-elle. Et tandis qu'il la regardait, cette femme incroyable qui avait vu sa valeur alors qu'il ne la voyait pas lui-même, et sa fille, qui était la lumière de sa vie, Liam a su avec une certitude profonde que son licenciement avait été la meilleure chose qui lui soit arrivée. Cela l'avait conduit ici, à cet instant, à cet amour, à cette vie plus réelle et plus belle que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il avait trouvé son foyer, non pas dans un lieu, mais en une personne, et ensemble, ils construisaient un héritage qui durerait toute une vie. L'ère du tout nouveau Vance Liam Innovation Center, un centre de formation ultra-moderne, construit sur ce qui était autrefois une partie abandonnée de l'usine Sterling, était rempli d'excitation et d'odeurs de peinture fraîche. Les dirigeants communautaires, les employés et la presse locale s'étaient rassemblés pour la cérémonie d'inauguration. Sur le podium, Liam se tenait debout, non plus avec une cravate empruntée, mais dans un costume bien taillé qu'Isabella avait insisté pour lui faire porter, arborant l'air confiant et respecté du leader qu'il était devenu. Il ne parla pas de marge bénéficiaire ou d'indicateurs d'efficacité, mais des gens. Il a parlé de seconde chance, de la dignité du travail et de la construction d'une communauté, pas seulement d'une entreprise. Pendant qu'il parlait, son regard a croisé celui d'Isabella, assise au premier rang. Elle ne le regardait pas avec la fierté d'une propriétaire satisfaite d'un investissement réussi.
Elle le regardait avec l'amour profond et discret d'une épouse pour son mari. Maya était assise entre eux, un peu plus âgée maintenant, rayonnant d'une fierté qui éclipsait celle de tous les autres dans la salle. Plus tard dans la soirée, longtemps après le départ de la foule, ils marchèrent tous les trois dans les locaux calmes et vides. Le clair de lune filtrait à travers les grandes baies vitrées, illuminant les nouvelles machines et les murs fraîchement repeints. Maya courait devant, ses pas résonnant dans le silence. Liam et Isabella la suivaient, leurs mains entrelacées. « Il y a 1 an, j'étais prête à liquider cet endroit, » dit Isabella doucement, la voix pleine d'émerveillement. « Je ne voyais là qu'un autre actif déficitaire dans un bilan. »« Et maintenant ?» demanda Liam en lui serrant la main. « Maintenant ?» dit-elle en s'arrêtant pour le regarder, le visage éclairé par le clair de lune. « Je vois cet endroit comme celui où j'ai trouvé ma vie, où je t'ai trouvé. » Il la serra contre lui et ils restèrent là, au cœur de l'usine qu'ils avaient reconstruite ensemble. Témoignage de leur improbable histoire d'amour. Une histoire qui prouvait que parfois, les changements les plus profonds ne viennent pas de grands gestes ou de plans calculés, mais du simple fait de voir, de vraiment voir la valeur d'une autre personne. L'usine n'était plus seulement un lieu de travail, c'était le berceau de leur famille, le symbole de leur avenir commun, un avenir fondé sur la confiance, le respect et un amour aussi fort et durable que l'acier qu'ils façonnaient chaque jour. Leur histoire était devenue une légende discrète dans la ville, un conte de fées modernes chuchoté autour d'un café ou dans les allées des supermarchés. L'histoire d'un père célibataire licencié et humilié qui avait été sauvé et aimé par le milliardaire secret qui possédait tout. Mais Liam et Isabella savaient que la vérité était plus simple et bien plus profonde. Elle ne l'avait pas sauvé. Il ne l'avait pas sauvé. Ils s'étaient simplement rencontrés au milieu de leur désespoir et avaient construit ensemble quelque chose de complet. Et dans le bourdonnement silencieux de l'usine, sous la douce lueur de la lune, ils savaient que leur plus grande création n'était pas un produit ou un profit, mais la vie magnifique, résiliente et extraordinaire qu'ils avaient construite ensemble.